Après avoir vendu son tableau aux enchères, un homme va actionner un mécanisme qui va autodétruire son œuvre en morceaux. Mais ça, c'est rien à côté de tout ce qu'il va être amené à faire. De bandit à icône planétaire, aujourd'hui, je vous raconte toute l'histoire de Banksy. Salut tout le monde, je suis super content de vous retrouver pour un nouveau concept sur la chaîne aujourd'hui où je vous raconte l'histoire de personnages qui ont marqué l'histoire de l'art ou même de n'importe quel milieu artistique, pourquoi pas par la suite, on verra. Je tenais à remercier Milanote qui sponsorise cette vidéo, on en parlera tout à l'heure dans la vidéo. Asseyez-vous bien, le premier chapitre commence maintenant. Banksy serait né dans les années 70 à Bristol, en Angleterre. Et Bristol, c'est pas la ville la plus cool du pays, beaucoup d'inégalités et de pauvreté. Le petit Banksy passera son adolescence à déambuler dans les rues de la ville et commencera à accumuler les petits accros, en étant renvoyé de son école et en enchaînant dehors des délits mineurs. Et en étant graffeur à 14 ans, y a bien une chose que l'on n'a pas envie, c'est qu'on nous reconnaisse. C'est là qu'il va se trouver un pseudo et définitivement devenir un sans-visage. Il va toujours esquiver les caméras, ne jamais se montrer nulle part, mais genre vraiment nulle part. La seule vidéo où on entrevoit son visage, c'est celle-là. You can't really be a graffiti writer and then go public on it, you know. It's like the two things don't quite go together. No. You don't mind if I pass on your details to the police? No. What details have you got? I know your real name. I know your real name. Do you? Le mec est en silence radio complet. En même temps, en 2003, il commence tout juste à être connu, et ce, qu'en Angleterre. Il a fait 2-3 trucs, comme le Mild West, le Doudou de l'Ouest, un nounours qui va jeter un cocktail molotov sur la police. On a le gorille dans un masque rose, aussi à Londres, qui date de 2001. C'est l'une de ses premières peintures, et ce qui est marrant avec ce graphe-là, c'est que 10 ans plus tard, le bâtiment est devenu une mosquée, et que son propriétaire, Monsieur Ahmed, il en a rien eu à faire et il a tout repeint en blanc. Lui ne sait pas du tout, à ce moment-là, qu'il a sur sa façade une œuvre qui valait des milliers, voire des millions. Heureusement, une société de rénovation en 2020 a carrément découpé le mur pour pouvoir restaurer le gorille dans un masque rose. Banksy utilise une technique particulière pour ses œuvres. Il fabrique ses propres pochoirs à l'avance. Par le passé, il lui arrivait de se faire prendre en flagrant délit pour avoir mis trop de temps sur place. Avec le pochoir, on peut tout anticiper. Et en fait, à chaque fois, ce qui va rendre ses peintures célèbres à Banksy, c'est les histoires qui vont leur arriver. Comme la fille au ballon rouge qui finira par être son œuvre la plus populaire après l'avoir utilisée dans sa campagne de soutien pour les enfants syriens ou durant la vente aux enchères de sa version tableau. Bon, le gars qui a acheté la toile devait évidemment tirer une tête pas possible, mais finalement, il avouera être content parce que ça l'a rendu encore plus unique. Et il a pas tort parce qu'après avoir acheté la toile 1,2 million d'euros, il l'aura revendue 3 ans plus tard 21,8 millions d'euros. Ça fait un bon bénéf quand même. Petite anecdote marrante, Banksy avouera après coup sur ses réseaux sociaux que pendant ses multiples tests, la toile devait se déchiqueter entièrement. Et pour info, les images que vous avez devant vous, ce sont des images de Banksy, qu'il a filmé lui-même. Concernant l'œuvre, la vraie, sous le pont de Waterloo, elle a été retirée pour être restaurée, puis mise aux enchères. En 2014, les revenus reviendront au propriétaire du bâtiment et à une organisation caritative. Et puis ça, il va l'accepter parce que c'est le jeu. En soi, c'est du vandalisme ce qu'il fait. Tous les murs sur lesquels il graffe ne l'autorisent pas à le faire. Certains lui volent même des œuvres physiquement, dans la nuit, comme ce rat qui tient un cutter derrière un panneau d'affichage à Paris. En même temps qu'il a l'idée de faire son dessin derrière un panneau d'affichage. En attendant, le voleur sirote toujours son petit diabolo fraise avec son panneau de Banksy. En 2005, Banksy continue ses escapades à travers le monde. On commence à voir ses œuvres un peu partout, même en Cisjordanie, sur ce qu'on appelle la barrière de séparation qui sépare Israël et la Palestine, deux États en conflit depuis de longues années. Et Banksy, à l'aide de plusieurs artistes, va essayer de donner vie à ce mur. Parmi ses œuvres, on a celle des garçons à la plage, des garçons devant un trou, qui semblent mener au bonheur.
sauf que le trou paraît trop haut pour leur petite taille. Celle-là aussi, l'évasion avec toujours les enfants qui gardent toujours un peu leur part d'innocence en peignant comme ça une échelle qui malheureusement ne peuvent pas monter. En attendant, le temps passe et une rencontre un peu particulière va changer sa vie. En 2006, Banksy va se rendre à Los Angeles pour continuer sa petite vie d'artiste. Sauf que son assistant avec qui il se déplace tout le temps ne sera pas du voyage. Un soir, il décide d'aller boire un verre avec un pote à lui, Shepard Fairey, plus connu sous le nom de Obey, qui avant d'avoir inventé sa marque de vêtements pesait quand même pas mal dans le monde du street art. Et ce Shepard, il va lui dire ça. Je connais un mec qui m'accompagne quand je suis dehors, jusqu'à des heures pas possibles. Bon par contre il est un peu barjot, mais ce qui est sûr, c'est qu'il est fan de toi. Le mec ne me parle que de Banksy. Il est en train de voir tes trucs tourner partout, il veut absolument te voir. J'ai son numéro et il s'appelle Thierry, c'est un Français. Et Banksy, il lui répond ni une ni deux, bah vas-y tu sais quoi, appelle-le. Parce que Banksy à ce moment-là, il n'a même pas de téléphone. Obey appelle du coup Thierry. Hello, this is Shepard Fairey. How you doing, Terry? Yeah. Do you have any wall? Because I have Banksy here, and I would like. And I said, what? You have who? I'm like, yeah. There is Banksy here, and I'm like, where are you? Lui qui a grandi à Garges-les-Gonesse dans le 95 et qui est parti tenter la grande aventure américaine avec sa femme et ses enfants, se retrouve nez à nez avec l'artiste le plus recherché au monde. So this guy shows up looking like something out of the 1860s with these like huge sideburns, sweating, telling me he could do anything, he could take me anywhere, he could get me whatever I wanted, he could fix it all up. Yeah, I'm like, what do you want? Anything you want, what do you want? À la fin de cette conversation, Thierry part même acheter un téléphone, mettre son numéro dedans, puis le donner à Banksy. C'est vous dire le niveau de fanatisme du mec. Mais le vrai problème de Thierry, c'est qu'il a une maladie. Il filme tout. Et quand je vous dis tout, c'est vraiment tout. Au point où il ne peut quasiment même plus visionner ce qu'il enregistre tellement ses boîtes de cassettes sont pleines. Il avouera même dans une interview avec Mouloud Achour il y a quelques années qu'il considérait ça comme une vraie maladie. Ah, toujours. Mais toujours pas une caméra, 3 caméras. Ça veut dire que si on était là, j'aurais la caméra pour te filmer, j'aurais la caméra sur un pied et la caméra sur un autre. C'était une maladie. Ouais, carrément. Mais Thierry et Banksy vont vraiment bien s'entendre. Thierry le filme pendant ses créations, mais pas que. Il l'aide aussi à peindre, parfois, parce que Thierry aime l'art aussi. Et il commence même à se motiver à coller son portrait un peu partout, pour faire un peu comme ses idoles. Banksy finit par inviter Thierry en Angleterre pour continuer de le filmer. Thierry arrive dans l'atelier de Banksy devant tous ses associés avec qui il bosse, avec sa caméra. Et évidemment, les gars sont pas du tout chauds sur le dossier là. The first time Terry was filming Banksy, it was like, what the fuck is going on? I thought, that nobody was allowed to do this. I felt it was a big breach of security. Mais ça, Banksy, il s'en fout et il invite Thierry dans son atelier. C'est Thierry qui va filmer les premières images de cet endroit. Les images sont folles, on le voit monter sous les comptes d'un hangar abandonné, où Banksy va lui montrer l'une de ses dernières dingueries, en lui sortant un carton rempli de billets de 10 livres. Sympa. Par contre, est-ce qu'on peut se montrer vite fait à quoi ressemble un billet de 10 livres ? Ouais, en gros, ce de Banksy, c'est des faux. Il a remplacé la tête de la reine d'Angleterre par celle de Lady Diana. Et lors d'un festival, il en a distribué à tout le monde. Et les gens allaient s'acheter des bières normales parce que personne ne se rendait compte de rien. Bon, on va pas applaudir ça, c'est interdit, ne le faites pas. Mais bon, ça lui arrive de faire des conneries des fois, donc il va gentiment mettre la boîte dans l'armoire. When you go like this, you can actually spend them. And when that happened, it was like, holy shit, we just forged £1 million. And obviously for that you go to jail for 10 years. Ça, c'est la prison de Guantanamo, à Cuba. Cette prison servira à enfermer toute personne liée au terrorisme que la CIA traqueront dans le monde entier. Le problème, c'est que ces individus-là seront soumis à une torture d'une cruauté inimaginable.
Alors certains pourraient trouver ça légitime, d'autres non, mais lorsque plusieurs centaines de personnes y seront envoyées et torturées par erreur, là, ça va réellement poser problème. En 2006, Thierry et Banksy préparent leur premier gros coup, dénoncer la torture faite aux résidents de Guantanamo. Et quoi de mieux que de le faire à Disneyland. Après 2 tours de manège, le train s'arrête. Et là, le plus dur arrive pour Banksy et Thierry. Maintenant que les images sont tournées, il faut s'enfuir. Banksy va réussir à s'échapper, mais la sécurité fonce sur Thierry, jugé suspect d'avoir filmé toute la scène. S'ensuit une scène d'interrogatoire de 4 heures où Thierry ne lâchera 0 information. Rien du tout. So after Terry withstood interrogation from the entire Mickey Mouse security team, didn't fold, didn't buckle, he did a really good job of stashing the tape in his sock. I guess I trusted Terry with everything. He was my guy after that. Les deux hommes sont maintenant amis, mais Thierry veut réaliser son projet. C'est pour ça qu'il filme depuis des années. Il veut faire son film sur le street art. Le problème, c'est que chez lui, pour trouver les bonnes cassettes, c'est impossible. Mais il va quand même réussir à sortir un film. Enfin, je sais pas si on peut appeler ça un film. President of the United States. Everybody go back. There's nothing there to see. Banksy voit ce film et va dire à Thierry « Bon écoute, va te reposer, va faire de l'art de ton côté, donne-moi toutes ces cassettes et je vais faire un truc à ma sauce. » Et ça nous donne ça, Exit to the Gift Shop, réalisé donc par Banksy et nommé s'il vous plaît aux Oscars dans la catégorie du meilleur film documentaire. Je vous ai d'ailleurs passé quelques extraits dans ce chapitre. De son côté, Thierry se transformera en Mr Brainwash et sera pleinement artiste. Il présentera ses premières expos et deviendra même multimillionnaire en travaillant pour les plus grands comme Madonna, Jay-Z, Michael Jackson ou encore Rick Ross. One by the name of Ricky Rose, one by the name of Brainwash. Yes, 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 yes. Mais les aventures de Banksy ne s'arrêtent pas là pour autant. Juste avant de parler du pire ennemi de Banksy, on va quand même parler de Milanote, le partenaire de notre vidéo, et c'est grâce à eux d'ailleurs que j'ai conçu cette vidéo aujourd'hui. C'est un outil dont je me sers régulièrement, même personnellement, donc ça a été très facile de faire une OP avec eux. En gros, avec Milanote, vous allez pouvoir créer des boards créatifs pour mener à bien vos projets. Alors sur mon board à moi, vous pouvez voir que je me suis aidé de pas mal de choses. J'ai la classique to-do list pour me permettre de me situer par rapport à mon projet. Je me suis pas empêché de mettre des articles de côté aussi pour pouvoir accentuer mes recherches. Dès que je vais avoir quelques petites idées qui me reviennent en tête, je vais pouvoir me les noter. J'ai aussi ma palette de couleurs que je vais utiliser dans mon montage vidéo. Dans un sous-board, je vais y intégrer mon moodboard où là je vais intégrer plein d'images, des œuvres de Banksy mais aussi plein de graffitis vraiment pour trouver mon inspiration au montage. D'ailleurs des centaines de templates sont disponibles si vous voulez concevoir un moodboard bien précis suivant le type de tâche. Et ce qui est intéressant aussi avec Milanote, c'est que mon illustrateur Romain a pu avoir accès comme moi en temps réel à ma planche. Il a pu m'envoyer divers croquis, j'ai pu faire mes retours et enfin il m'a envoyé toutes les illustrations finies que j'ai pu directement récupérer dans un autre board des illustrations finies. Et à noter aussi que grâce à la nouvelle extension Milanote, vous allez pouvoir même copier des photos directement via votre navigateur internet. Donc ça c'est vachement cool. Bref, merci à Milanote de m'avoir fait confiance pour cette vidéo. C'est disponible gratuitement dans la description et sans limite de temps. Inscrivez-vous en utilisant le lien qui se trouve justement dans la description et commencez votre prochain projet créatif. Je pense qu'on peut retourner à notre vidéo et découvrir qui est le pire ennemi de Banksy. Banksy n'a malheureusement pas que des amis. Lors d'une fête dans les années 90, il se retrouvera nez à nez avec King Robot.
King Robot à l'époque, c'est l'une des plus grandes figures du graffiti en Angleterre. C'est même l'un des tout premiers Européens à partir graffer aux États-Unis. Tous les gens du milieu connaissent King Robot. Et lorsque Robot s'approcha de Banksy dans cette soirée, il va lui dire d'un air amical « J'ai entendu parler de toi mec, comment vas-tu ?» Ce à quoi Banksy répond « Ah moi je n'ai jamais entendu parler de toi ». Robot se sent traité comme un moins que rien, et c'est là qu'il le gifle. « Ah comme ça tu n'as jamais entendu parler de moi? Maintenant, tu ne m'oublieras plus. » Cette anecdote, c'est King Robot qui l'a raconté dans son livre, paru en 2009, et ce passage, Banksy va tomber dessus, et il va très mal le prendre. Banksy peint un homme en train de recouvrir un graffiti avec de la peinture blanche. Ce graffiti, c'est l'un des plus célèbres de Londres à l'époque, et c'est celui de King Robot. Robot, qui est repassé par là une semaine plus tard, va effacer ce qu'a fait Banksy pour y mettre son nom, comme si c'était le personnage qui originellement était en train de le peindre. Et là, la réponse de Banksy. Ouais, ça fait mal. À partir de ce moment, le tunnel du quartier de Camden va devenir un véritable foutoir. Réponse sur réponse, Robot et Banksy vont se rendre coup pour coup. Tu pensais que c'était fini? Écrit Robot sur une œuvre de Banksy. Même chose ici, je ne crois pas en la guerre, nous dit Banksy. Le doyen réagit par « Fiston, c'est trop tard pour ça. Et je pourrais vous en afficher plein d'autres. La rivalité n'est pas sur le point de s'arrêter. Par contre, le mur sous le tunnel est devenu curieusement noir. Un inconnu l'a recouvert. » Robot s'empresse alors de dessiner ça. Repose en paix la carrière de Banksy. Mais quelques jours plus tard, une mystérieuse personne recouvrira encore le mur de noir. Le 2 avril 2012, Robot est retrouvé inconscient dans une ruelle de Londres. Une chute accidentelle selon la police. Cette chute, elle plongera Robot dans le coma. Ses chances de survie sont maintenant très faibles et le milieu du street art apprend la nouvelle. Banksy ira, dans la nuit, reproduire le tag de Robot, comme dans l'original, le tout premier à avoir été là en 1985, avec cette bombe de peinture sur le sol transformée en bougie à la mémoire de Robot toujours inanimé. Robot ne s'en remettra jamais et il décédera 3 ans plus tard, un 31 juillet 2014, à l'âge de 44 ans. Le quartier de Camden aura assisté à l'une des rivalités les plus marquantes du street art, mais continuera à coup sûr d'accueillir bon nombre d'artistes encore et encore. La décennie 2010 est celle de l'explosion pour Banksy. À New York, en 2013, il envoie un camion rempli de peluches d'animaux crier dans les rues de la ville, certainement en rapport avec la maltraitance animale. Ouais, c'est un peu flippant. Dans une rue pas très loin, un stand vient d'ouvrir, un stand qui vend des reproductions de Banksy à 60 $ pièce. Et ça ne marche pas du tonnerre, aucune vente en 4 heures pour le vieux monsieur au stand. Mais à 15h30, une dame achète 2 petits cadres pour ses enfants. Puis 30 minutes plus tard, une autre femme achète 2 toiles un peu plus grandes. À 17h30, un homme achète 4 copies en disant au vendeur, je cite, « Il me faut un truc à mettre sur mes murs ». Bilan en fin de journée, 420 $ pour le vieil homme. Mais Banksy affirmera plus tard que ce stand était l'une de ses supercheries et que les toiles qui s'y trouvaient étaient en fait des authentiques. Achetées 60 $ l'unité, elles sont, juste après cette annonce de Banksy, estimées à plus de 160 000 $ l'unité. Autant vous dire que le mec de tout à l'heure n'a pas dû les garder beaucoup de temps dans son salon. En 2015,
2015, il se rend dans une toute autre ambiance à Gaza, en Palestine. Gaza est une ville isolée, loin du confort et de la paix. Elle est souvent décrite comme une prison à ciel ouvert, là où plus aucune distraction semble exister, que même les manèges où on se balancerait ne pourraient être qu'accrochés à des miradors. Ou lorsque Banksy eut peint ce chaton sur ce mur en ruine. Il expliquera à quelqu'un interloqué que sur internet, les gens n'aiment que les photos de chatons, et qu'il faut ça pour que le monde ouvre les yeux. « 2015, c'est aussi l'année où Banksy ouvre son parc d'attractions, Dismaland. Welcome to Dismaland. Enjoy. Dismaland, jeu de mots avec Disneyland et le mot Dismal, lugubre en anglais. Pas d'attraction au programme mais une exposition de Banksy avec quelques autres artistes. Et comme toujours, des œuvres contestataires comme Cendrillon mitraillé par les flashs des paparazzi après un accident. On a aussi une voiture de police transformée en toboggan ou des migrants flottant indéfiniment dans des barques trop petites. L'exposition aura duré 5 semaines avec plus de 4000 visites par jour à environ 4 € l'entrée. Et après tout ça, Banksy et ses équipes démonteront la structure du parc pour venir en aide aux réfugiés à Calais, dans le nord de la France. Mais son projet le plus dérangeant, c'est peut-être celui-là. En 2017, Banksy finance et ouvre son premier hôtel, le Waldorf Off, l'hôtel fortifié. Jeu de mots avec la chaîne d'hôtels de luxe Waldorf. Et vous vous en doutez bien, l'hôtel ne va pas ouvrir ses portes dans le 8e arrondissement de Paris. Le Waldorf Hotel se trouve à Bethléem en Palestine, juste en face de la fameuse barrière de séparation israélienne. Il se fera appeler par Banksy l'hôtel avec la pire vue du monde. Là on est clairement sur de la provocation ultime. Et le pire c'est que l'hôtel est vraiment pas mal. 4 chambres à disposition, la chambre dite premier prix, la budget. À 60 $ la nuit, vous allez pouvoir dormir dans une chambre, disons, rudimentaire, équipée d'objets appartenant à l'armée israélienne. Ensuite, on a la chambre artiste, que j'ai vue à 235 $ sur le site de l'hôtel, où vous pourrez dormir sous un soldat israélien et un manifestant palestinien qui se battent à coups de polochon. On a la scénique aussi qui, comme son nom l'indique, nous donne l'impression d'être dans une scène de film. Voilà, c'est très stylé. Comptez 245 $ la nuit. Et enfin, la suite présidentielle à 965 $ la nuit, avec à l'intérieur des œuvres originales absolument somptueuses. Bon, par contre, ça a l'air pas mal réservé, donc si jamais l'un d'entre vous est chaud, prenez-vous-y à l'avance. Mais Banksy, lui, que devient-il dans tout ça? Est-ce qu'après toutes ces années, un inconnu a réussi à l'identifier? Au coin d'une rue, sur internet. Certaines enquêtes ont été menées et on se rapproche clairement de sa réelle identité. Déjà, comment fait-on pour savoir que ça ou ça a bien été fait par Banksy et non pas par un charlatan qui essaierait de se faire passer pour lui? La réponse... tout simplement, tout ce qui vient de son Instagram est de lui. Logique, et depuis 2019, Banksy utilisera sa société Pest Control pour pouvoir reconnaître ses vraies œuvres des fausses qui circulent un peu partout. Mais ce qui fera la légende de Banksy durant toutes ces années, c'est bien les multiples spéculations autour de son identité. Une seule question est sur toutes les lèvres, qui est Banksy? Première piste, 3D, le musicien star du groupe Massive Attack. Beaucoup de similitudes avec Banksy, puisque lui aussi est né à Bristol et bizarrement il a beaucoup participé à la démocratisation du graffiti dans cette ville. Et troisième truc bizarre, lorsque l'icône de la drum and bass DJ Goldie est interviewé en 2016, il aurait dit ça à propos de Banksy. But give me a bubble letter and put on a t-shirt and write Banksy on it and we're sorted. We're okay, we're good. We can sell it now. We can sell it. Not disrespect to Robert, I think it's a brilliant art. I think he's flipped the world of art over. Robert? Mais attendez, quel est le nom de naissance de 3D? Robert Del Naja. Là, effectivement, ça commence à être un peu bizarre. D'autres personnes soupçonnent que Banksy n'est finalement qu'un collectif dirigé par Robert Del Naja. Lorsqu'on sait qu'après de nombreux concerts de Massive Attack, plusieurs œuvres de Banksy se mettent à apparaître comme par magie. Mais le Journal of Spatial Science va encore plus loin.
La revue scientifique britannique va enquêter sur l'identité de l'artiste de la même manière que la police scientifique, avec la technique du profilage géographique. Le but étant d'analyser les déplacements d'une personne à l'aide des vidéosurveillances dans un lieu précis, en l'occurrence autour des œuvres de Banksy. Et au moment de l'étude, on peut établir une vraie analyse puisqu'il en a réalisé 140 entre Bristol et Londres. Tous les résultats sont ensuite regroupés et un profil est tombé. Robin Gunningham, qui semble cocher toutes les cases pour être le vrai Banksy. Il est né à Yate, juste à côté de Bristol en 1973, ça colle aussi avec l'âge que devrait avoir Banksy, et surtout il est graffeur, et il a même été le colocataire d'artistes ayant travaillé avec Banksy. Ça reste quand même assez curieux, surtout lorsqu'on sait qu'après le début de l'enquête, Banksy et ses avocats demandent de repousser l'article du journal scientifique. Mais finalement, Robin Gunningham sur cette photo n'a pas l'air de ressembler au présumé Banksy de tout à l'heure, non? Est-ce que c'est vraiment lui? Est-ce que c'est Robin Gunningham? Est-ce que c'est Robert Del Naja, dit 3D? Est-ce que c'est un collectif d'une dizaine, centaine, milliers de personnes? Est-ce que c'est Thierry, finalement, qui a opté pour un style de vie similaire à Banksy? Est-ce qu'il aurait tout inventé depuis le début? Est-ce que c'est toi? Est-ce que c'est moi? Mais est-ce que c'est pas finalement mieux comme ça? Merci à tous de m'avoir écouté, d'avoir été jusqu'à la fin de cette histoire. Merci aussi à Romain Perrin pour les superbes illustrations que vous avez pu voir dans cet épisode. Son Instagram sera en description. Merci à Milanote aussi de m'avoir soutenu pour cette vidéo et aussi de m'avoir permis de la concevoir telle qu'elle est. Et encore merci à vous. Je vous invite à me donner un artiste que vous aimeriez bien voir dans ce genre de format. Et surtout de montrer tout votre soutien, c'est super important pour tirer cette vidéo vers le haut. Très bonne journée à vous et surtout ne vous arrêtez jamais de créer. Salut!